bonjour à tous et à toutes. Un tout grand merci d'avoir répondu positivement à l'invitation de participer à notre colloque sur la PEB obligatoire bonne. Jonathan, c'est quoi? C'est vraie ou fausse bonne idée. Vraie ou fausse bonne idée. Et tout de suite, je vais donner la parole à Jonathan de Batoul, qui est donc député Défi, membre de la Commission environnement et développement territorial du Parlement. Jonathan, c'est à toi. Voilà, merci Marie, et donc bienvenue à toutes et à tous, bienvenue ici au sein du Parlement bruxellois pour ce colloque sur le certificat PEB qui est donc organisé par le groupe Défi, mais également par le centre d'études du parti, le centre d'études Jacques Georgin. Eh bien, en fait, il y a près de 6 mois, Marie Nagy est entrée dans mon bureau et elle m'a dit « Tiens, Jonathan, est-ce qu'on ne ferait pas un colloque sur la question du PEB ?» Et je pense que ce jour-là, elle a été vraiment inspirée. Quand on connaît la problématique évidemment du dérèglement climatique qu'on subit de plus en plus d'année en année, et quand on voit aussi la crise énergétique auquel on va devoir faire face et dont on ne sait pas très bien comment est-ce qu'on va encore s'en sortir. Alors, par rapport à tous ces événements, je pense que nous, en tant que politiques, il est vraiment temps qu'on puisse être logique autant qu'écologique et qu'on apporte des solutions qui soient pragmatiques aux problématiques des citoyens, aux problématiques de l'environnement, aux problématiques mondiales. Et donc, la question du certificat PEB, elle est intéressante. Alors, j'ai été reprendre la définition sur le site de Bruxelles Environnement. Donc, c'est un certificat qui offre une information standardisée et objective sur base de laquelle les candidats acquéreurs ou locataires peuvent visualiser la performance énergétique du bien visité et la comparer avec celle d'autres biens de même affectation. Et donc, ce concept du PEB, il a été mis en place en 2002 et il doit être rendu obligatoire vers 2025 normalement. On nous en dira peut-être un peu plus précisément tout à l'heure. Et les intentions de base, elles sont tout à fait louables et tout à fait intéressantes, mais ceci dit, on constate que sur le terrain, des questions se posent, et particulièrement dans une ville comme Bruxelles, avec le bâti qu'on connaît dans notre capitale. Et donc ces questions, elles se posent et des réponses doivent être apportées parce que, et j'en discutais encore juste à l'instant avec l'une d'entre vous ici à l'entrée de l'hémicycle, eh bien, cela pose de réels problèmes, cela peut poser de réels problèmes à tous nos concitoyens. Et donc pour en parler ce soir, on vous propose d'entendre deux experts. D'une part, M. Philippe Mercier, qui est expert énergie chez Testachat. On a trouvé intéressant d'avoir quelqu'un de cette structure de Testachat, puisqu'il va pouvoir nous répondre aux questions que se posent vraiment les citoyens et les citoyennes par rapport à cette thématique. Et c'est vrai que pour sortir maintenant simplement de 2 ans de travaux à titre personnel, je dois vous avouer que ce n'est pas du tout un parcours de santé et que toutes ces questions se transforment parfois limite en cauchemar. Donc on sera content d'entendre M. Mercier à ce sujet. Et d'autre part, M. Thomas Damiens, qui est expert immobilier et formateur en certification PEB chez Green Brussels, Green Bruxelles, je ne sais pas comment on dit. Donc un aspect peut-être un peu plus technique ici, mais pour apporter des réponses aussi face à des questions qui se posent. Je vais prendre quelques exemples. On entend de plus en plus dans la presse ces jours-ci, parce que vous avez certainement suivi l'actualité de cette question de ne pas pouvoir indexer les loyers pour des logements ayant un certain PEB. Et donc on entend, tiens, si on est à Bruxelles et qu'on a un PEB, et qu'en fait si on était juste en face en Flandre avec le même logement, parfois le PEB ne serait pas identique. Donc ça pose question. Une autre question, c'est de dire, tiens, j'ai isolé moi-même avec des matériaux, j'ai perdu la facture parce que voilà, je suis un peu bricoleur, j'ai isolé mon toit, et comme j'ai pas la facture, ça ne compte pas pour mon PEB. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'on entend ces jours-ci dans la presse, et donc voilà, les questions, effectivement, elles se posent. Comment est-ce que pragmatiquement on peut y répondre? C'est tout l'objet de ce colloque, et donc je vous remercie évidemment pour votre présence. Je remercie déjà d'avance nos invités, et évidemment Marie Nagy, sans qui le colloque n'aurait jamais eu lieu. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je voulais aussi saluer la présence de ma collègue Joëlle Maison, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est donc députée Défi au sein de la commission logement, et qui est aussi quelqu'un de fort actif sur cette question, ainsi que notre collègue Emmanuel Deboc, qui est lui chef de groupe, mais qui est plutôt spécialisé dans les questions de fiscalité. Et donc merci à eux deux d'être là.
Voilà, d'abord, je vais donner la parole donc à Christophe Verbis qui va présenter le cadre dans lequel se tient ce colloque. Christophe Verbis qui est directeur du Centre d'études Georgin, qui est le centre d'études de défis. Christophe, à toi. Merci Marie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Centre d'études Jacques Georgin est à nouveau particulièrement heureux de cette collaboration devenue maintenant régulière avec le groupe défi du Parlement bruxellois, la troisième du genre concernant la problématique du logement à Bruxelles. En effet, le 26 janvier 2021, nous étions encore en période de crise sanitaire, nous avions co-organisé alors un webinaire avec un titre un peu provocateur, « Nos logements sont-ils des passoires ?» au cours duquel nous avions évoqué la question éminemment sensible de la rénovation énergétique du bâti en région bruxelloise. Le 15 juin dernier, nous nous étions retrouvés ici même pour aborder une autre question d'actualité, à savoir comment accroître l'offre de logements abordables à Bruxelles. Je profite de cette prise de parole pour vous préciser que ces deux événements dont je viens de parler ont fait l'objet de notes d'analyse et de comptes rendus de notre centre d'études sous l'onglet publication de notre site internet. Donc, vous pouvez aller les consulter sous l'intitulé Note 3 2021 et 8 2022 du CEG. Vous trouverez donc les comptes rendus de ces deux premiers colloques. Et donc, n'hésitez pas à aiguiser votre curiosité et à jeter un coup d'œil sur notre site. Et je précise d'ores et déjà que le présent colloque, mais aussi celui plus récemment tenu ici même le 11 octobre sur la place du Chien-en-Ville, feront également l'objet d'une retranscription et d'une note d'analyse qui vous sera accessible. Ce soir, nous interrogeons sur la pertinence et l'efficacité du certificat PEB dans le cadre de la rénovation des logements. Colloque qui vient évidemment compléter l'analyse déjà assez fouillée que notre parti a entreprise dans cette matière, qui est un domaine essentiel de l'action publique et un enjeu tout aussi essentiel pour les années à venir. Car il faudra combiner, à cet égard, accessibilité du logement en termes de prix, densification, régulation de l'offre et de la demande et durabilité. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et de fructueux travaux. Et puis voilà, je cède la parole, je crois, à monsieur Philippe Mercier, qui le premier va prendre la parole au nom de Testachat. Merci, monsieur. Voilà, merci Christophe. Je complète simplement pour vous dire que vous retrouverez d'ici 1 ou 2 jours la rediffusion du séminaire sur la chaîne YouTube. Donc on pourra le retrouver également via le site de Défi, éventuellement le site du groupe parlementaire, les pages Facebook, Instagram. Mais donc il y aura une retranscription, une rediffusion. Et on pourra retrouver les interventions de nos chers intervenants en complètement, ainsi que le débat qui va suivre. Voilà, Philippe Mercier, vous avez la parole. Bonsoir, merci de m'avoir invité déjà. Et, parce qu'effectivement, je pense qu'avoir un feedback d'une organisation comme nous, où on a quand même un contact avec beaucoup de citoyens, mais ça permet d'alimenter effectivement ces discussions. J'entends effectivement que le parcours n'est simple pour personne quand on fait des travaux. Hein. Nous, on a terminé nos travaux à Bruxelles aussi il y a environ 2 ans et on a refait notre PEB 3 mois avant le post de Marine Nagy sur LinkedIn où j'ai directement commenté. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivé ici ce soir parce que j'étais complètement dépité du certificat PEB que j'ai reçu. Et donc, ça m'a encore plus motivé à creuser la question, puisqu'entre-temps, on a été beaucoup consultés. Donc, le titre qu'on a donné à mon exposé, donc ça m'a interpellé et ça m'a amusé, puisque je ne l'ai pas choisi. C'était comment réussir un bon certificat PEB? Alors, ça sent l'examen. Hein, donc, est-ce que c'est vraiment une... Pour moi, on entend ça partout, même des administrations qui sont concernées. Et pour moi, il y a un réel problème dans la confusion du moyen et de l'objectif réel. Puisque pour moi, le certificat PEB n'est finalement qu'un outil d'information et de phasage d'un objectif ambitieux à long terme qui permet de mesurer les étapes et d'arriver à l'objectif en question, l'objectif étant d'avoir un parc résidentiel qui soit le plus sobre énergétiquement possible,
qui apporte un confort et une dignité correcte à tout le monde, et ce en combinant pour moi des améliorations du bâtiment et de l'intelligence de l'occupant, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, je vous mets une petite phrase à la Marcel Proust où il y a 15 adjectifs. Et donc évidemment, ça, c'est ce que j'imagine être absolument nécessaire pour qu'on puisse éventuellement arriver à l'objectif. Donc rentrer tous ces adjectifs comme planification, aide à la décision, pragmatisme, flexibilité, transparence, réalité technique, financière, dans un seul outil, c'est évidemment, je pense, un leurre total. Et donc il faut essayer de voir dans le parcours que le citoyen va faire, du début jusqu'à la fin d'un projet de rénovation, même avec des phases, de voir où ces mots apparaissent et est-ce qu'ils sont intégrés dans des outils, dans des références, dans un accompagnement, dans des qualités professionnelles d'un acteur qu'on va consulter. Et donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait un petit peu se promener, puisqu'il fait beau aujourd'hui. Et donc avant de se promener sur le parcours du citoyen qui fait toutes ces rénovations, je fais un petit rappel sur le certificat PEB actuel, avant d'en faire un instrument réglementaire, pour qu'on comprenne pourquoi il est si critiqué à ce stade-ci. C'est que le certificat PEB, c'est un instrument d'information qui se devait être rapidement exécuté et bon marché. C'est ce qui avait été demandé à l'époque. Et donc effectivement, on ne peut pas faire un outil miraculeux ou une estimation miraculeuse si on exige que ça soit bon marché. On compare des habitations similaires, c'est ça l'objectif. On a une occupation standardisée, donc c'est-à-dire qu'on soustrait l'occupant. En fait, l'occupant n'existe pas. On a un modèle théorique qui va calculer ce qui se passe dans l'habitation, quel que soit le type d'habitation. On a donc des consommations théoriques, on a des recommandations théoriques, et on a des gains qui vont être estimés sur ces consommations théoriques. Et la charge de la preuve pour améliorer une étape qui pourrait être prise en compte de l'isolation, par exemple, elle est systématiquement pour le client. Donc autant dire que ce n'est pas facile, surtout quand les travaux ont été exécutés il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou parfois il y a 20 ans, même s'ils ont été faits déjà avec des objectifs ambitieux. Et alors, last but not least, les données principales qui figurent sur le PEB, outre l'échelle, sont des données en kilowattheures par mètre carré par an en énergie primaire. Autant vous dire que tous les gens qui nous consultent, et je pense beaucoup de citoyens n'y comprennent absolument rien, parce qu'il n'y a pas de lien, pour eux, en tout cas, ils n'ont pas accès à une façon de pouvoir éventuellement même calculer à quoi ça correspondrait pour une consommation de chauffage et une consommation électrique. Donc ils ne peuvent même pas vérifier s'il y a un écart entre ce qu'ils voient sur leur consommation réelle et ce qu'ils voient sur leur certificat. Donc en termes de transparence et de capacité de critiquer, la porte est assez peu ouverte. Alors le parcours du citoyen, bon, on le mentionnait, hein, c'est compliqué. Si demain on applique ce souhait, on va majoritairement toucher des biens qui sont occupés, soit par des locataires, soit par des propriétaires occupants. Et donc ça veut dire qu'on rajoute un élément de complexité, puisque la personne va devoir conjuguer à la fois des travaux sans occuper son bien, ou devoir vider une partie de son bien, réinvestir une partie de son bien. Donc tous ces éléments-là sont des éléments nouveaux qui viennent sur la table. Alors fort heureusement, au niveau de la première phase que quelqu'un va prendre quand on commence un parcours comme ça, en général on essaie de s'informer. Nous, on est bien placé, chez TSHA, les gens qui sont chez nous, c'est un public qui aime bien s'informer, qui aime bien comparer, et malgré tout, je peux vous dire que ça n'est pas clair. Pourquoi ? Parce que on a une multiplicité d'informations aujourd'hui, beaucoup plus accessible, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a beaucoup d'informations par des entités neutres, comme Bruxelles Environnement par exemple, ou nous, ou d'autres instances qui sont neutres, ou des conseillers PEB par exemple, des personnes qui n'ont pas d'objectif commercial. Mais malgré tout, on a quand même une multiplicité de possibilités, et donc les gens sont vite perdus. Et donc ça veut dire que pour passer à une étape suivante, il faut absolument qu'on ait une vision avec un objectif final, des étapes et un accompagnement tout du long. On a quelqu'un qui va nous expliquer, qui va pragmatiser, qui va nous aider à faire les bons choix et à mettre les priorités dans le bon ordre. Et donc là, ça c'est un des éléments sur le parcours où l'outil certificat PEB, si on l'améliore drastiquement, pourrait être un bon support. Alors une fois qu'on a un objectif à long terme, qu'on a des étapes, la personne en général, si elle a le budget pour, elle peut passer par un projet global. Donc ça veut dire qu'elle va demander un permis d'urbanisme. Et donc là, fort heureusement, au niveau de l'accompagnement, qui est quand même un point critique, elle va bénéficier de 2 personnes, elle va bénéficier du conseiller PEB et de son architecte. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des gens se privent de cette opportunité merveilleuse ?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu encore un coup de gueule il y a moins d'un mois de l'Ordre des architectes qui disait dans la Libre Belgique, je pense, qu'il était inacceptable de voir les procédures de permis d'urbanisme, les refus pour des raisons qui sont fantaisistes, les longueurs de procédures, les demandes de compléments à n'en plus finir qui augmentent le budget d'une demande de permis. Donc on est entre 6 000 à 10 000 euros, voire plus, pour compléter toute la procédure, avec l'incertitude d'avoir un accord à la fin. Et donc quand on a un délai moyen qui était annoncé dans la presse par l'Ordre des architectes de 30 mois, et qu'on sait que la plupart des ménages qui peuvent se permettre de faire une rénovation un peu plus ambitieuse que isoler leur toit et éventuellement uniquement leur façade, passent par un permis, et donc nécessitent d'avoir des finances souvent liées à un crédit hypothécaire ou à une autre formule d'emprunt. Ces durées d'emprunt sont de 24, 36, 48 mois. Donc à partir du moment où on a 30 mois avec un éventuel refus, le mélange des deux devient compliqué. Et donc c'est ce qui explique que la plupart des gens fuient les permis comme la peste et donc se privent de 2 accompagnateurs qui sont pourtant bien nécessaires. En plus de ça, évidemment, il y a de la bureaucratie à laquelle le citoyen ne comprend pas grand-chose. Et donc, souvent, on bypasse cette étape et on se retrouve, du coup, jeté dans le monde des entreprises. Puisque l'architecte n'est plus là, il n'y a plus personne. Et donc, en admettant qu'on ait fait les bons choix et les bonnes priorités, qu'on sache quoi demander aux entreprises, on va se confronter au marché avec le nombre d'entreprises présentes qui est insuffisant, la qualité moyenne de ce qui est proposé qui est parfois insuffisante, et chacun qui, voilà, dans le monde actuel, on peut comprendre, prêche un peu pour sa chapelle et pour sa solution technique, et donc le consommateur citoyen qui va demander quelque chose parce qu'on lui a dit que c'était important, si la seule offre qu'il reçoit, l'entreprise lui dit c'est non, il est un peu coincé. Donc ça, c'est un gros point noir sur le parcours. Alors admettons, on est passé à l'étape suivante, on fait 1 ou 2 postes, on isole sa toiture, on isole sa façade par exemple. On repasse à l'étape PEB, dans le schéma qui est envisagé, pour voir le chemin parcouru et alors comment est-ce que ça va être récompensé sur cette échelle. Et alors la deuxième point noir, parce qu'à ce stade-ci, on a vraiment un très gros problème, au niveau des classes énergétiques, il vaut mieux déménager en Wallonie que de faire des travaux à Bruxelles, parce qu'on gagne le même nombre de classes. Donc si on fait 1 ou 2 postes d'isolation, on reste parfois dans la catégorie la plus basse. Donc on ne change même pas de catégorie. Donc en termes de motivation pour refaire la boucle et compléter d'autres travaux, honnêtement, je pense que là, il y a aussi un aspect qui est à perfectionner. Alors au niveau du financement, ça c'est le bilan quand on a fait la fin de la boucle, parce que souvent il y a des surprises, donc ce qu'on avait envisagé a dépassé le budget. On essaie d'obtenir des primes, donc là il y a quand même des grosses progressions qui ont été acquises. On a une fusion des primes Réno, primes énergie, on a une facilitation administrative du process, une accélération aussi du procédé de traitement, donc ça c'est quand même des bonnes nouvelles, il faut être honnête. Moi-même j'ai travaillé 10 ans à Bruxelles Environnement, donc je les ai quittés il y a 7-8 ans. Et quand j'étais arrivé chez eux, on en parlait déjà. Donc ça vient d'arriver. Donc comme quoi, peut-être qu'on s'effraie pour rien ici. Mais... Et donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point noir, évidemment, ce sera l'aspect du financement. Parce qu'aujourd'hui, même si on a un prêt Ecoréno qui a été développé en collaboration avec le Fonds du logement, qui permet d'avoir un budget plus élevé que 10 000 euros ou 25 000 euros, où on pourrait faire plusieurs phases, et qu'on a une durée de remboursement qui est allongée par rapport à ce qu'on connaissait avant, donc là je pense qu'on est à 10 ans, on va avoir des mensualités qui seraient plus absorbables pour, en tout cas pour un public plus large, mais malgré tout, on a une capacité de financement qui est insuffisante. Donc là, ce sont vraiment des pistes qui doivent être travaillées. Nous, on est en train de travailler avec la France sur une mobilisation de l'épargne, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'une mobilisation des 300 milliards qui dorment sur les comptes d'épargne pourrait être faite au profit de prêts pour la rénovation énergétique, mais c'est loin d'être simple. Alors pour visualiser un peu plus, mais très rapidement, parce que je sais que j'ai un expert des certificats qui suit, donc je ne veux pas trop m'attarder, mais ça n'est pas chez moi, mais ça aurait pu. Juste pour vous montrer les différents trajets qu'on peut éventuellement prendre, tous les chemins mènent à Rome, pour voir la progression que ça permet d'obtenir avec la méthode actuelle sur l'échelle actuelle, et de voir à quel point les efforts sont conséquents pour pouvoir changer de score, sachant qu'à ce stade-ci, on n'a aucune idée, à part contacter ou discuter avec son certificateur, de savoir exactement
ce que les choix qu'on pose vont donner comme résultat. Donc là, c'est une maison de 1900, hein, on imagine qu'il n'y a absolument rien qui a été fait. Donc tout est isolé, c'est une mitoyenne avec une façade arrière avec des annexes dégroupées. Donc maison traditionnelle bruxelloise. Aucune isolation, pas de ventilation, un boiler électrique pour l'eau chaude, des longues conduites d'eau chaude. Une ancienne chaudière, comme un thermostat Devon thermostatique, pas de panneaux photovoltaïques et 273 m² de surface. Donc là, on est dans la catégorie G, qui va de 345 kWh par mètre carré par an, enfin peu importe, mais la catégorie G, il faut savoir que par rapport aux deux autres régions, elle est comme ça. Dans les deux autres régions, elle est découpée en sous-catégories, ce qui fait qu'avant de sortir de cette catégorie, quand on habite un bien comme celui-là, ça relève vraiment du défi. Donc on s'est dit, on va prendre en compte une personne très motivée, qui n'a pas trop de contraintes de budget, et qui va dire, je vais vraiment travailler sur tout ce qu'on entend, et qu'il faut faire, donc c'est-à-dire isoler massivement ma toiture, isoler mes murs, isoler mes sols, changer tous mes châssis et mettre un système de ventilation. Et on oublie l'urbanisme, on oublie les voisins, je vais isoler mes mitoyens, je vais isoler par l'extérieur ma façade avant au mépris du patrimoine. Et avec tout ça, j'arrive à plus en dessous de la moyenne du parc immobilier bruxellois, donc c'est vrai que c'est très très encourageant. Et donc là, on est dans un budget de 115 à 135 000 euros, puisqu'on vient de terminer une étude là-dessus, et qui sera publiée en décembre, sans finition intérieure, donc il y a tous des postes qui ne sont pas comptés dans ce budget. Après, on prend une autre voie, on prend en compte les contraintes urbanistiques, on n'isole pas les mitoyens pour éviter d'avoir un accord, un rachat de mitoyens chez le voisin ou ce genre de choses. On ne touche pas à la façade à rue pour des questions urbanistiques, des questions de patrimoine aussi, hein. Et on va tout investir dans la technologie et les systèmes. On va mettre une pompe à chaleur pour le chauffage, pour l'eau chaude. On va mettre une ventilation, un système de ventilation. On va mettre une grosse installation photovoltaïque, ce qui impacte de façon importante le score du certificat. Et tout le reste, la façade arrière, on va isoler les sols, on change les châssis, les murs. Et alors on arrive à C-. Là, on a quand même une grosse progression. Par contre, on a dû augmenter le budget de départ de 20%. Troisième possibilité, on mise tout sur l'enveloppe et on fait un test d'étanchéité à l'air. Puisque, par défaut, dans la méthode PEB, c'est un exemple, hein, il y a énormément de valeurs qui existent par défaut et qui sont extrêmement pessimistes et qui ont un impact important sur le résultat. Donc, soit l'administration peut trouver un moyen de mettre des paliers sur ces valeurs. Quand on fournit une certaine preuve de certains travaux, on peut améliorer cette valeur. Dans certains cas, ça n'existe pas, ou ça n'est pas possible, ou c'est compliqué. Et donc, cette valeur par défaut reste jusqu'au moment où vous effectuez un test où vous prouvez, évidemment, ça coûte quand même 300-400 euros, un test d'étanchéité à l'air, vous pouvez prouver le niveau d'amélioration par rapport à la valeur par défaut. Et donc ça, c'est ce qui permet notamment à ce scénario où on met du triple filtrage, une chaudière gaz, donc on prend des techniques qui sont éprouvées mais qui sont beaucoup plus accessibles au niveau budget. On met une VMC double flux, on continue à isoler toute l'enveloppe, et là on arrive à C+. Par contre, le budget fait plus 30%. Donc là, effectivement, on voit qu'on a pas mal de possibilités, des impacts budgétaires. Est-ce que c'est réellement nécessaire de faire tout ça pour arriver à l'objectif ? Donc là, je liste toute une série de choses que nous aimerions, en tant qu'organisation consommateur, voir évoluer ou mettre dans le débat public par rapport au fait que ce certificat, s'il devient un outil réglementaire, il faut qu'il soit mis en pâture publiquement, et il faut qu'il y ait une discussion sur chaque élément qui, aujourd'hui, pose déjà problème. Et donc, notamment, nous, les consommations théoriques doivent rejoindre des consommations réalistes. On doit passer d'un scénario énergétique théorique à un cost optimum pour mettre aussi des coûts de travaux et des niveaux de travaux par rapport aux économies qui sont générées. On doit aussi annoncer quelque chose sur le certificat qui donne une indication de ce que va consommer l'habitation, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc, quand on a une grande maison passive de 300 m² et une petite maison classée au logis Floréal, il y a fort à parier que la maison avec l'intelligence des occupants consomme moins que la grande maison passive. Et donc, ces éléments-là ne sont pas pris en compte, puisque c'est surtout la grandeur c'est la surface du bâtiment qui va permettre de diminuer les consommations totales.
Et donc, quelque part, ça ne donne pas un vrai reflet des besoins de chauffage réels du bâtiment. Alors, intégrer la capacité de réaction de l'occupant, parce qu'aujourd'hui, on en parlait dans le titre que Marie Nagy m'a proposé, est-ce que les locataires ou les propriétaires pourront améliorer leur logement et donc, in fine, leur certificat PEB? Aujourd'hui, l'occupant n'existe pas. Il n'a aucune marge de manœuvre à part fournir des preuves, s'il est propriétaire, c'est tout. Et donc, quel que soit votre niveau d'intelligence de gestion de votre habitation, alors que c'est connu, les catégories G, le gap entre la consommation réelle et la consommation théorique est gigantesque, parce qu'évidemment, les gens s'adaptent. On l'a vu avec le début de la crise des prix de l'énergie, il y a eu une baisse de 15-20% de la demande de la consommation du résidentiel, parce que les gens se sont immédiatement adaptés. Et donc, oublier cette capacité-là, la soustraire de cet outil ou de cette méthode de calcul qui va pourtant représenter des implications importantes réglementaires, je pense que ça, c'est vraiment un problème. Et je crois que c'est aussi un problème pour les locataires. Parce que je crois que si demain on envisage d'avoir des dérogations possibles dans ce cadre réglementaire, et j'ai entendu dire que peut-être les propriétaires occupants seraient traités d'une autre façon que les bailleurs, par exemple, que les locataires, du coup. Parce qu'ils occupent leur bien, ils pourraient montrer leur consommation réelle, et ça pourrait avoir un impact sur ce qu'on leur demande de faire. Là, je trouve qu'on arrive à la limite de ce qui est autorisé, de ce qui est non discriminatoire. Oui. Ouais. Parce qu'il y a un débat après. Oui. C'est ce que je mettais dans le parcours. Si on passe par un permis, on a un conseiller PEB, on a un architecte. Après, si on passe hors de la période permis, alors on doit avoir un accompagnement et une information fiable et quelqu'un qui nous aide à prendre les bonnes décisions. Je vous demande, voilà, un peu de patience. Je vais terminer. Un peu de patience. Il y aura des questions-réponses tout à l'heure. Donc pour moi, on doit vraiment intégrer la capacité de l'occupant et donc le côté consommation réelle, parce que je rappelle quand même que les pouvoirs publics doivent montrer l'exemple. Et donc quelque part, les certificats qui se trouvent à l'entrée des bâtiments publics, ils ne sont pas calculés sur les consommations théoriques. Ils sont calculés sur les consommations réelles. Donc je pense que cet élément-là serait déjà suffisant pour pouvoir lancer le débat de est-ce qu'on ne peut pas trouver un milieu entre le calcul théorique et la consommation réelle. Et leur transparence, on en parlait, parce qu'à partir du moment où on demande où ça devient un outil réglementaire, je pense qu'il faut avoir une transparence totale et corriger des incohérences qui ont déjà été détectées. Donc moi, mon certificat est très mauvais parce que j'ai une conduite d'eau chaude qui fait 15 mètres de long et qui va dans une buanderie. Voilà, donc ça c'est une des explications qui me vaut d'avoir un E+, au lieu d'avoir un C-. Mais bon. Les valeurs par défaut et les tests complémentaires qui devraient être financés, je pense que si on a des valeurs par défaut, on n'a pas d'autre solution, alors je pense que ça ne doit pas retomber sur les épaules du citoyen, il faut pouvoir trouver des solutions alternatives. Et les deux derniers points, là je pense, je l'ai déjà dit, c'est vraiment important, je pense que cette méthode PEB, tout au long de ce parcours, il faut qu'on puisse personnaliser les scénarios, c'est ce que vous mentionniez. Il y a ce que la personne peut faire, il y a ce que la personne veut faire, il y a la technique du bâtiment, il y a les finances, et puis il y a ce qui est plus logique de faire. Et en mélangeant tout ça, on arrive à faire un plan d'action avec un objectif ambitieux, sans se tromper et sans devoir revenir en arrière ou surdépenser parce qu'on a mal pensé certaines étapes. Et donc ça, même la méthode de calcul devrait pouvoir permettre de faire ça, de pouvoir présenter 4, 5, 6 scénarios différents à la personne qui désire s'engager dans une rénovation ou dans quelques travaux qui touchent l'énergie. Et alors l'accompagnement. Accompagnement. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup d'accompagnement dans certaines phases du parcours, et puis il y a des zones qui sont complètement nébuleuses. Et donc nous, on le voit, on a des centaines de demandes par mois de personnes qui ne savent pas quoi choisir, qui ont des offres qu'elles veulent comparer, qui ont entendu des entreprises qui sont venues les voir, qui leur proposent quelque chose qui est complètement inadapté.
Et aujourd'hui, on est en période de crise, et ce qu'on voit surtout, c'est la recrudescence d'arnaques en tout genre, hein, où on vous propose de vous équiper tout votre logement avec du chauffage électrique parce que les gens comprennent que le gaz est un problème. Et en fait, ils veulent juste trouver une solution, ou des gens qui se chauffent avec des poêles à pétrole et qui finissent par mourir d'intoxication au CO. Parce que quand on va dans un gamin, un bricot ou n'importe quel magasin de bricolage, la première chose qu'on voit, ce sont des poêles à pétrole partout, des radiateurs électriques partout et des bidons de pétrole lampant, ce qu'on utilise pour les petits chauffages à pétrole partout. Et donc, honnêtement, la probabilité que les personnes soient dans la détresse et se trompent et fassent des mauvais choix, elle est très très importante. Et donc leur mettre une couche ou une crainte de ce type sans clarifier, sans être transparent et sans communiquer régulièrement sur ce qu'on compte faire, comment on compte le faire, et de mettre en pâture cet outil ou la façon dont on va mettre en œuvre cette réglementation à un nombre d'acteurs élargi, je pense que ça c'est vraiment le défi, ou c'est vraiment la pression qu'on doit faire. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. J'espère que j'ai pas été trop Merci. long. Merci aussi parce que le temps de parole était tip-top respecté. Donc voilà. Et je pense c'est quelque chose d'assez riche en réflexion et aussi en pistes de solutions, puisque un des objectifs que nous avions demandé aux intervenants, c'est aussi d'essayer de voir vers où aller, comment améliorer le système. Et donc, Monsieur Thomas Damiens, qui est, lui, formateur de certification PEB et certificateur lui-même, va nous faire le plaisir et l'honneur de nous présenter alors plus en détail ce que c'est ce fameux certificat PEB et comment il s'intègre dans le cadre du plan Rénolution, le grand plan de rénovation urbaine, des rénovations énergétiques qui est mis en avant par la région. Monsieur Damiens, vous avez la parole. D'abord, je suis désolé, je vais moi très certainement déborder. Le certificat PEB, j'ai l'habitude d'en parler pendant 40 heures, donc là on m'a donné 10 minutes, ça va être un peu chaud. Je vais faire de mon mieux. Alors je commence par un petit CV, c'est pas parce que je cherche un job, mais effectivement je suis promoteur, je suis investisseur, je suis certificateur et formateur, je suis expert immobilier, et donc j'ai une multitude de casquettes sur ma tête. Et ce soir, donc je ne viens pas parler uniquement du certificat PEB, je viens parler en tant que porteur de ces multiples casquettes de mon sentiment par rapport à la situation actuelle, dans laquelle je trouve énormément d'éléments positifs, dans laquelle je trouve aussi un certain nombre de problèmes. Donc il y a toute une série de points sur lesquels je rejoins tout à fait Philippe Mercier. Alors, je veux rappeler deux choses pour commencer. La première, puisqu'on parle du plan Rénolution et qu'on parle du bien fondé du certificat PEB, de la méthode qui éventuellement doit être remise en question, je rappelle tout de même qu'on est dans un cadre européen. Tout le processus commence en 2002 avec une directive européenne qui a été modifiée par la suite. Il y a la version de 2010 qui est en cours de révision aujourd'hui. Et c'est cette révision, justement, qui va donner l'essence au plan Rénolution du ministre Marron. Le but central de cette révision de directive, c'est d'obtenir d'ici à 2050 un parc immobilier en Europe qui soit à haut rendement énergétique et qui soit décarboné. Donc il est très probable qu'on finisse par interdire les chaudières au gaz, etc. Donc effectivement, l'idée de révolution n'est pas du tout exagérée. Je note quand même dans le projet de révision de la directive européenne qu'il est indiqué dans la mesure où cela est techniquement, fonctionnellement et économiquement
réalisable. Je pense que c'est exactement là que doivent se porter les débats futurs. Je constate que sur le site de Bruxelles Environnement, d'ailleurs, à propos du plan Rénolution, on parle d'une moyenne de C+, pour le parc immobilier à Bruxelles. Donc ce n'est pas nécessairement chaque logement individuellement qui devra atteindre C+. Donc je suppose qu'ils ont en tête déjà un régime qui va s'adapter aux circonstances de chacun. Mais voilà, ça on le verra, parce que pour le moment, ça reste extrêmement opaque. On ne sait pas très bien ce qui nous attend, et d'où une série d'inquiétudes dont je parlerai plus tard. L'autre élément que je veux rappeler, alors on est évidemment presque tous d'accord, mais même si on discute de la méthode, il faut quand même aussi se souvenir que les logements et les bureaux sont responsables, d'après l'Union européenne, de 40% des consommations énergétiques dans l'Union européenne, donc c'est colossal. Si on pouvait réduire tout ça de moitié, vous imaginez, ça ferait 20% d'énergie économisée, donc l'impact est gigantesque, donc l'enjeu est gigantesque aussi. Je ne dois pas rappeler les problèmes de réchauffement climatique, de pollution atmosphérique dont on sent tous les effets. Donc l'utilité évidemment de ce chemin n'est pas approuvée. Et puis alors, il y a quelques années, quand je parlais du problème de notre dépendance énergétique, enfin, c'est pas moi qui ai inventé évidemment cette préoccupation, elle est mentionnée dans la directive de 2002, donc c'est pas une nouveauté, mais aujourd'hui évidemment, plus qu'à n'importe quel autre moment, on sent très très bien le problème gigantesque de la dépendance énergétique en termes de chantage géostratégique et également de choc économique. Alors je pique une petite phrase qui n'est pas de moi, mais qui circule et qui est sympathique, c'est le meilleur watt, c'est le négawatt, c'est-à-dire quelle est la meilleure manière de produire de l'énergie, est-ce électrique, pompe à chaleur, chaudière au gaz, etc. Mais le meilleur watt, c'est avant tout celui qu'on ne consomme pas, donc la petite expression, le négawatt, d'où l'utilité d'avoir des systèmes performants, des bâtiments isolés, etc. Alors mes inquiétudes personnelles liées au plan Rénolution, et c'est pour ça que j'attends avec impatience plus de détails sur ce plan, j'avais 5 préoccupations, maintenant j'en ai 6. J'en ai ajouté une. Tout d'abord, ce sont évidemment les ménages qui sont en situation de précarité. Ça, c'est, je pense, la préoccupation principale. On sait très bien, déjà avant la guerre en Ukraine, il y avait des ménages qui n'arrivaient pas à payer leur note de gaz. Comment est-ce qu'on attend de ces ménages-là qu'ils financent une rénovation en profondeur de leur logement? Je n'en ai pas la moindre idée et je suis très très curieux de l'entendre. Est-ce que ces gens qui n'arrivent pas à payer les travaux de rénovation, est-ce qu'ils vont être sanctionnés? Est-ce qu'on va les forcer à vendre leur logement, les précipiter dans la misère? Quel est le plan exactement par rapport à tous ces ménages qui ne pourront pas assumer les dépenses qui vont être imposées? La deuxième chose, c'est qu'il y a évidemment, les gens vont être soutenus par des primes formidables. Alors ce n'est pas mon boulot de contrôler le budget de la région, mais on sait bien que Bruxelles est sous-financée. Je me demande, est-ce qu'il y a déjà des projections qui ont été faites? Est-ce qu'on sait si tout simplement il y aura de l'argent dans les caisses jusqu'en 2050 pour payer les primes et soutenir les gens qui en ont besoin dans ces travaux? Ma troisième préoccupation, il y a déjà aujourd'hui et depuis longtemps une tension lorsqu'on introduit un permis d'urbanisme, il y a déjà une tension entre PEB et urbanisme. Dans certaines communes, c'est encore plus sensible que dans d'autres. Les gens vont devoir faire toute une série de travaux, c'est compliqué. En faisant ces travaux, on va inévitablement abîmer du patrimoine. Mais en même temps, il va bien falloir trouver un certain nombre de solutions. L'exemple classique, c'est la façade avant, qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur parce qu'on abîme le patrimoine immobilier, et puis en plus, on empiète sur l'espace public. Mais si on isole par l'intérieur, on a toute une série de problèmes techniques qui se posent, et puis on va aussi détruire des finitions intérieures, des moulures, des lambris, etc. Quelles seront exactement les règles qui vont être appliquées dans ce contexte-là? Aujourd'hui, on n'en sait encore rien du tout. Ma quatrième inquiétude, évidemment, c'est l'engorgement administratif. Monsieur Mercier l'a bien dit. Nous l'avons expérimenté aussi. Les demandes de permis durent extrêmement longtemps, à un tel point d'ailleurs que l'administration triche et s'assied
sur les accusés de réception des dossiers complets, comme ça le délai réglementaire ne s'enclenche pas et ils peuvent rester 6 mois assis sur un dossier avant d'admettre que le dossier est complet. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer quand 500 000 ménages vont introduire des demandes de permis urbanistiques pour faire les travaux nécessaires? Est-ce qu'il y aura suffisamment de monde dans les administrations pour gérer cet afflux où on va voir une répétition de la débâcle des renseignements urbanistiques où le marché immobilier a été bloqué pendant des mois? Ensuite, à nouveau, je rejoins M. Mercier, la compétence des entrepreneurs. Particulièrement dans un contexte où les ménages vont essayer de financer les travaux, donc de faire les choses les moins chères possibles. Donc ils vont faire appel à des entrepreneurs qui souvent ne sont pas compétents. On a vu avec le problème de l'étanchéité dans les bâtiments qu'il n'y avait pas suffisamment de gens compétents à Bruxelles. À plusieurs reprises, les règles ont été changées et on a fini par laisser tomber un certain nombre de règles liées à l'étanchéité en se rendant compte qu'il n'y avait tout simplement pas le know-how dans la région bruxelloise. Alors, qui dit travaux mal réalisés, hein, par exemple le problème des toitures froides, on va couvrir la toiture plate par en dessous avec de l'isolant, mais peut-être que la toiture plate du coup va se mettre à pourrir. Ce ne sont pas des travaux qui sont simples à réaliser, il faut des gens compétents, et si ce n'est pas bien fait, eh bien les bâtiments développent des maladies, et quand les bâtiments développent des maladies, après un moment, ce sont les habitants qui développent des maladies. Donc il y a ce problème-là également. Et alors enfin, il y en a un sixième, et ça évidemment c'est plus mon sujet, c'est parfois l'impossibilité technique ou économique d'atteindre l'indice C+. Outre le fait que c'est parfois impayable parce que pour gagner quelques points, on va dépenser des milliers d'euros pour un système extrêmement complexe, et il y a aussi tout simplement le fait que, je le vérifie dans les calculs que je fais pour mes clients, il y a certains logements qui aujourd'hui ne peuvent pas atteindre l'indice C+, à Bruxelles. Techniquement, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour ces logements-là? Je l'ignore et donc je m'interroge. Alors, sur les règles du certificat PEB bruxellois, il y a une sévérité à Bruxelles qui est assez exceptionnelle par rapport aux autres régions, par rapport à d'autres pays. J'ai modifié les échelles de façon à aligner les chiffres cette fois, ce qui nous donne quand même une meilleure idée de la façon dont ces échelles peuvent être comparées. Donc j'ai mis à gauche la région bruxelloise, au milieu la région wallonne, et alors j'ai été chercher la France également pour donner une idée de ce qui se fait dans un autre pays. Et vous voyez que l'indice G à Bruxelles est assez impressionnant. Il recouvre les indices E, F et G wallons. Donc si la définition d'une passoire énergétique, c'est un logement qui a un indice G, eh bien à Bruxelles, on n'est pas gâté. Alors, à la rigueur, ça pourrait être une particularité régionale, on en a d'autres, et on pourrait se dire, ok, encore que c'est un petit peu compliqué, si vous déménagez de Liège à Bruxelles, vous vous étonnez tout à coup qu'un logement similaire soit devenu à ce point mauvais, mais soit. Mais ce qui va être demandé, à Bruxelles, ce sera C+, et si j'ai bien compris, en Wallonie, ce sera A. Donc il y a évidemment une prise en compte de ces différences d'échelle dans les exigences qui vont être imposées, mais néanmoins, je ne suis pas sûr que de telles différences au niveau des échelles soient une bonne manière d'informer les gens et d'acquérir l'adhésion du public. Et alors, je pense qu'au niveau des règles bruxelloises, au niveau des règles du protocole de certification bruxellois, il y a des choses qui sont exagérément punitives. J'utilise le terme punitif parce qu'à un moment, ça devient vraiment très extrême. Et je vais vous donner un exemple, et là, je pense que ça va faire réagir certains d'entre vous. Donc, je prends l'exemple d'un logement fictif qui est mansardé. C'est pour moi un des problèmes principaux que j'aimerais voir modifié dans le protocole, c'est la gestion des appartements mansardés. Comme vous savez, le certificat PEB est donné, enfin le résultat est donné en nombre de kilowattheures par mètre carré par an, par mètre carré, donc de superficie brute dans le logement. Et il y a une règle en Wallonie comme à Bruxelles qui dit en dessous d'une certaine hauteur de plafond, on ne compte pas les mètres carrés en question.
En Wallonie, ils ont fixé ça à 1,50 m. Bon, pourtant, à 1,50 m, vous pouvez encore mettre du mobilier, etc. Mais soit, à Bruxelles, ça a été fixé à 2,10 m. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui se cognent la tête sur un plafond qui est situé à 2,10 m. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'était extrêmement restrictif. Et la conséquence est la suivante. Si vous prenez ce logement fictif qui fait 100 mètres cubes et qui consomme 8000 kWh par an, si vous mesurez vous-même la surface au sol avec les façades, vous allez trouver 50 mètres carrés. En Wallonie, dans le certificat PEB, on gardera 37 mètres carrés. À Bruxelles, avec la règle des 2,10 m, on n'en aura que 22. Ce qui signifie qu'en Wallonie, le logement en question consommera en théorie 216 kWh par mètre carré par an et obtiendra un indice C. Et à Bruxelles, on sera à 364 et on aura un indice G. Ça devient difficile pour le citoyen de s'y retrouver, je pense. Et la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les Bruxellois sont à ce point pénalisés par rapport aux habitants des autres régions? Alors, quelques pistes de solutions. Évidemment, concentrer davantage les primes sur les ménages qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, il y a déjà un système qui permet d'augmenter les primes pour les personnes en difficulté financière. Il faudra sans doute aller plus loin. J'ajoutais lutter contre la fraude. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas donner des recettes, mais je pense qu'il y a moyen relativement facilement aujourd'hui d'obtenir des primes sur base de fausses déclarations. Je lis que les demandes de primes vont être encore facilitées. Je voudrais juste être sûr que l'argent aille bien à ceux qui en ont besoin. Deuxième chose, ça c'est le fédéral, éviter la rage taxatoire. Si on impose d'importants travaux aux propriétaires, il faut leur en laisser les moyens. Et donc si on va taper sur les propriétaires bailleurs au moment où on leur demande de faire des investissements exceptionnels, il y a une certaine forme de perversité là que je vous laisse apprécier. Ensuite, accélérer la gestion des demandes de permis, ça va être un point clé dans les décennies qui viennent. Également, faire un effort de formation des professionnels à tous les niveaux, les chauffagistes qui surdimensionnent les chaudières, les entrepreneurs généraux qui ne savent pas comment on pose un isolant, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Renforcer en effet l'accompagnement. On a parlé des architectes, on a parlé des conseillers PEB. Je rejoins tout à fait monsieur, j'adore quand mes clients m'appellent avant les travaux et que je peux discuter avec eux avant leurs travaux des choses qu'on peut faire pour améliorer leur certificat PEB et pas venir après coup et dire c'est dommage que vous n'ayez pas mis 10 cm d'isolation au lieu de 8, on aurait gagné un indice. Donc ce genre de choses, effectivement. Et enfin, c'était mon point précédent, modifier certaines règles exagérément pénalisantes du protocole de certification PEB à Bruxelles. Donc je parlais de la hauteur libre sous plafond, mais un autre exemple, c'est les longueurs de conduite, c'est ce qui vous a ennuyé. Aujourd'hui, on travaille par fourchette. Quand vous passez d'une fourchette à l'autre, ça fait extrêmement mal. Si vous êtes à 9,50 m et que vous passez à 10,50 m, tout à coup vous changez de fourchette, vous prenez 25 points dans la figure d'un coup, alors qu'on pourrait remplacer ça par une règle proportionnelle en nombre précis de mètres courants de tuyaux, et ce serait du coup un peu plus léger. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis impatient d'entendre vos questions tout à l'heure. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Damien. C'était parfait aussi au niveau du timing. Je pense que vous aviez calculé trop juste, mais moi, j'avais prévu le bon temps. Donc, voilà deux exposés assez précis sur cette question du certificat PEB avec des orientations et des visions qui se rejoignent, en tous les cas, me semble-t-il, sur la question du diagnostic et des possibles réponses, puisque l'idée, c'est de dire comment on peut avancer pour qu'il y ait une prise en compte plus pragmatique et qui colle mieux à la réalité bruxelloise de ce certificat, avec un élément qui me semble important, c'est que on a pensé le certificat PEB très souvent pour la construction nouvelle, et maintenant on va l'étendre au parc bruxellois qui est essentiellement constitué d'immeubles anciens, voire très anciens, et donc à la rénovation. Et donc peut-être que là,
il y a un premier élément de réflexion. Mais je vais tout de suite vous donner la parole parce que je ne doute pas que vous avez des questions à nos deux intervenants. Manu. Emmanuel Debock, donc député. Paul, tu n'avais pas une question, non? Okay. Moi, j'ai une question au niveau des consommations réelles. Comment fonctionne actuellement le calcul? C'est-à-dire que les certificateurs demandent les factures généralement des personnes qui habitent dans les biens, et comment est-ce qu'on établit ou qu'on croise, si je puis dire, l'ensemble des données avec la consommation réelle, sachant que tout le monde ne chauffe pas de la même manière son bien. Donc, et sachant que les indices ne sont pas systématiquement relevés, qu'il y a des estimations elles-mêmes sur plusieurs années parfois, j'aurais voulu que peut-être nous précisiez les choses et vous nous alertiez des éventuels manquements que ça peut induire. Voilà, vous m'entendez? Super. Alors la réponse est extrêmement simple, il n'y a pas de croisement du tout, parce que le certificat PEB ne tient absolument pas compte des consommations réelles. L'idée derrière le certificat PEB, c'est d'analyser uniquement le bâti en excluant totalement le comportement des occupants. Alors ça peut sembler choquant, mais il y a une certaine logique. Nous avons des exemples parmi mes locataires de personnes qui consomment exactement le double de leurs voisins, dans des appartements qui, je peux en attester, parce que je sais comment ça marche, sont absolument identiques d'un point de vue énergétique, et donc d'un occupant à l'autre, 2 fois plus de consommation. Et donc la difficulté d'introduire les consommations individuelles dans le certificat PEB, c'est qu'on va complètement fausser les résultats, puisque le jour où vous vendez votre maison, vous changez d'occupant, et donc le certificat PEB ne serait plus valable. Donc c'est toute la différence entre le certificat PEB, qui est un outil de comparaison des bâtiments entre eux, et donc vraiment de comparaison du bâti et de la performance de l'installation technique, etc., par rapport à un audit énergétique où là l'auditeur va s'intéresser aux habitudes des gens. Est-ce que vous diminuez la température quand vous quittez la maison, ce genre de choses. Donc il n'y a absolument pas de prise en compte des consommations réelles, et c'est un sujet qui pose sans doute problème, parce que en effet, quand on compare les consommations réelles avec les consommations théoriques indiquées sur le certificat, on a des différences massives. Moi, je parlais du simple double, mais M. Maté m'a dit non, il a des exemples où l'écart est bien plus important encore que du simple double. Merci. Donc, un certificateur qui nous demande effectivement ses factures, il faut s'en méfier, quoi, en l'occurrence. Oui. Maintenant, peut-être qu'il est curieux, je ne sais pas. Paul Zimmer. Oui, une question à M. Damien aussi. Vous parlez de 6 inquiétudes. Je n'ai pas envie d'en rajouter beaucoup, mais je me pose aussi une question par rapport à la capacité du secteur privé d'absorber les tâches qui vont être les siennes, parce que c'est le secteur privé qui va intervenir. Si on imagine, par exemple, qu'il y a environ, je ne sais pas, 450 000 logements, enfin, il y a 570 000 logements, plus ou moins, à Bruxelles, mais imaginons peut-être que 80% aient besoin, disons, de faire une série d'opérations pour, disons, tendre vers l'objectif de 2050. On peut penser aussi que tous les ménages ne le feront pas en une fois, tous les propriétaires ne feront pas les opérations en une fois. Donc je fais un petit calcul. J'imagine 450 000 logements qui doivent faire l'objet de 2 rénovations d'ici 2050. Ça fait 900 000 périodes de travaux, sur 450 000 fois 2. Si je divise ça par 25, ça fait environ 36 000 chantiers, petits chantiers. Est-ce qu'à côté donc, des 6 inquiétudes que vous avez communiquées, est-ce qu'il ne faut pas aussi s'interroger sur la capacité du secteur privé à absorber ce qui va être comme demande à ce niveau-là, sachant aussi que le secteur privé traverse les frontières régionales. Enfin, je veux dire, il va aussi y avoir de la concurrence, sans doute par rapport aux objectifs régionaux, enfin, aux objectifs qui sont quelque part solidaires, mais par rapport à l'appel au privé, il pourrait y avoir de la concurrence entre les régions. Comment voyez-vous ça? Merci. Merci. Alors la question est très intéressante. Je pense que je vais laisser Philippe Mercier répondre à celle-là.
Je ne sais pas, parce que c'est un énorme défi, et déjà à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en œuvre depuis longtemps, comme Construct City Bruxelles, où il y avait des clusters, il y a des clusters, il y a aussi des centres de référence pour améliorer le niveau de formation des entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées, mais honnêtement, moi, je n'ai que 15 ans de recul d'avoir travaillé dans cette filière-là. Ce que je vois, c'est que le secteur privé avance, mais le nombre d'entreprises qui est vraiment avec pignon sur rue, qui est bien qualifié, qui est plus ou moins disponible, ça n'augmente pas vite. En tout cas, certainement pas assez vite. Dans l'immense majorité des personnes qui nous consultent, on voit encore, dans l'immense majorité des cas, que ce qui est proposé n'est pas vraiment ce qui est le plus approprié. Et quand on parle de petits détails, quand on dit aux gens, demandez à votre poseur de châssis de mettre une petite membrane d'étanchéité à l'air autour de vos châssis, il n'y en a pas un seul, qui l'a proposé. Même sur mon chantier, j'ai fini par le faire dans la camionnette du poseur. Et donc il m'a dit qu'il me taxerait des surfrais si ça retardait l'exécution du chantier. Donc on en est encore là, alors que l'étanchéité à l'air sont des choses qui sont connues depuis et diffusées depuis au moins 15 ans. Donc effectivement, moi, je partage la même inquiétude. Et même si on oublie et qu'on prend une qualité médiane, je pense qu'en termes de disponibilité d'entreprise, on n'est pas du tout prêt à répondre à une demande comme celle-là. Donc, il y a peut-être une 7e inquiétude ajoutée à la liste de monsieur. Merci. Merci. Madame Demtin. Voilà. Oui, bonjour. Je suis journaliste spécialisée dans les questions immobilières et donc j'observe ce qui se passe actuellement sur le marché immobilier et dont on n'a pas du tout parlé dans les exposés précédents. En fait, en quelques mois, le PEB des bâtiments est devenu un critère prépondérant quasiment dans les décisions d'achat ou de non-achat des candidats acquéreurs. Et donc, on se trouve face à une situation où des propriétaires qui, il y a 6 mois ou il y a 1 an, savaient à peine ce que c'était un PEB et n'ont pas nécessairement démérité, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le niveau d'isolation de leur maison, ils n'ont pas nécessairement mal entretenu leur maison, se trouvent avec des immeubles qui sont en train de subir une décote qui va aller, à mon avis, crescendo. Donc je voulais demander un petit peu aux spécialistes ce qu'ils en pensaient et quel était le moyen de se défendre des propriétaires, et d'autant quand on voit que le système bruxellois est plus qu'opaque et même contestable. Donc je trouve qu'il faut quand même, je ne sais pas si je vais vous faire pleurer sur le sort des propriétaires, mais je pense qu'il faut quand même penser à eux aussi. Et alors, je dirais ma deuxième question, c'est, vous avez très bien dit que c'était des directives européennes, et je vais de nouveau parler des propriétaires bailleurs cette fois. On vient maintenant de décider qu'ils ne pourront plus indexer leur loyer, enfin à Bruxelles en tout cas, s'ils ont un PEB F ou G, ils pourront l'indexer que pour moitié s'ils ont un PEB E. Ça, c'est une première étape. Mais j'ai entendu dire qu'en France, où ils sont un petit peu plus avancés dans le processus, les bâtiments qui ont un label F ou G ne peuvent tout simplement plus être mis en location. Donc moi, ça me paraît quand même assez confiscatoire et assez grave en termes d'atteinte à la propriété immobilière. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez aussi. Et si on ne plaint pas les propriétaires, ce qui est bien le droit de chacun, je pense que quand on chipote comme ça, comme on est en train de le faire dans un marché, et qu'on va retirer finalement du marché locatif un grand nombre de biens, puisque c'est ça qui va se passer, quand on ne pourra plus louer les F et les G, le stock locatif va s'effondrer, et c'est le cas en France. On entend qu'actuellement, le stock locatif est vraiment il y a une pénurie
Il y a une pénurie de biens à louer. Donc je trouve que tout ça, c'est quand même des conséquences qui sont très importantes dans un contexte où qu'est-ce qu'on veut, c'est produire du logement bon marché et en quantité suffisante. Je pense que pour des objectifs qui sont évidemment louables, puisque c'est lutter contre le réchauffement climatique, on est en train par contre de perturber complètement les marchés immobiliers de la vente et de la location. Voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez chez Testachat, parce que les propriétaires sont malgré tout des consommateurs, comme les autres. Donc je dirais que nous, notre principale action, c'est d'avoir commencé à émettre certaines revendications sur ce qui a été communiqué officiellement et de façon claire. Et sur le reste, on demande d'avoir une transparence et d'avoir un vrai débat et de discuter des modalités. Parce qu'en fait, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Et c'est bien ça le problème, en fait. C'est qu'on en sait trop peu sur les modalités, comment ça va être appliqué, comment on va utiliser une méthode, est-ce qu'elle va être recalculée, est-ce qu'elle va être adaptée, est-ce qu'il va y avoir des dérogations, pas de dérogations, est-ce que les propriétaires occupants vont être traités de la même façon que les bailleurs. Tout ça n'est pas, en tout cas si c'est en discussion, ça n'est pas en discussion dans un cercle élargi. Et donc ça c'est le point de pression que nous faisons pour l'instant. C'est pour essayer de déterminer une liste de points sur lesquels le débat doit s'ouvrir avant que des décisions soient prises. Parce qu'effectivement, nous, on rejoint votre crainte par rapport aux propriétaires, parce qu'on a beaucoup de propriétaires qui sont abonnés chez nous aussi, donc on a quand même un feedback de ce côté-là, notamment de tous les propriétaires bailleurs qui s'interrogent à juste titre, même s'ils ont les moyens de réagir à ce qu'on leur demanderait, et qu'ils font une rénovation massive, la première chose qu'ils vont faire, légalement, c'est mettre dehors l'occupant. Et après, ils vont remettre en location avec un loyer adapté, puisque c'est le seul moment où on peut choisir le loyer. Et il y a fort à parier que ce ne sera pas la même clientèle. Et donc à ce moment-là, effectivement, on risque d'avoir un énorme problème de mise à la rue d'une quantité très importante de gens pour lesquels il n'y aura plus de logements à des loyers abordables. Alors après, l'objectif est louable, hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont voilà, assez peu salubres, qui ne sont pas du tout confortables ni corrects énergétiquement. Et donc ça, c'est un problème aussi. Mais il y a aussi d'autres voies d'adresser ce problème, enfin, d'autres façons de faire, comme par exemple, un des leviers, ce sont les agences immobilières sociales qui permettent de mettre en gestion des biens immobiliers privés et de donner accès à un maximum de primes à des propriétaires bailleurs, avec un accompagnement de travaux parfois aussi. Et donc ça, c'est un des leviers dans le paysage, mais qui pourrait être multiplié de différentes façons. Et compléter la réponse, et puis j'ai 3 personnes qui souhaitent poser des questions. Merci Madame Nagy. Je vais réagir également. Je suis moi-même propriétaire bailleur, donc je suis bien conscient des risques liés à l'évolution actuelle. Je ne veux pas paraître indifférent, évidemment. Il va y avoir des gens qui vont souffrir. Bon, ils ne seront pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Donc, ça, c'est un groupe de gens dans lesquels on n'est pas très seul aujourd'hui, sont les gens qui souffrent. Et inévitablement, dans toute évolution, on est face à un changement de paradigme. Aujourd'hui, on peut parler vraiment de révolution. Il y a inévitablement des gens qui vont en sortir gagnants et des gens qui vont en sortir perdants. Et c'est certain que parmi les propriétaires actuels, il y a des gens qui vont pâtir des évolutions futures. Mais je pense que c'est la nature de tout changement de société, c'est que des gens s'en trouvent victimes au passage. J'appuie sur le bouton. Oh oui, c'est bon, impeccable. Je suis un peu la réponse de la question de madame de départ qui disait en gros, vous allez mettre en difficulté les gens qui seront en PEBG. Mais je pense aussi que les certificateurs, il va y avoir un nouveau marché qui va s'ouvrir avec les certificateurs qui vont dire on va pouvoir négocier avec des propriétaires qui ont des classes G pour les remonter plus haut artificiellement pour qu'ils puissent gagner leur vie avec des bacs chiches derrière. Donc il va y avoir un nouveau marché que si vous faites ça, il va y avoir un marché derrière par rapport à ça, un marché parallèle. C'est-à-dire que les gens qui seront en G s'arrangeront avec un certificateur pour qu'à la fin, il y aura un bac chiche
que le certificateur reçoit quelque chose pour que le PEB ne reste plus en G et passe en B pour pouvoir avoir son augmentation aussi. Ça aussi, il y a aussi. Donc on est en train de toucher à ce PEB qui est déjà pas terrible, on va le dire très clairement, mais en plus, on va le complexifier, qui va amener vers des dérives. Donc moi, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Ça, c'est une première chose que je voudrais dire. Deuxième chose, ce que me disait monsieur tout à l'heure, il disait, ben voilà, la situation change. Je suis totalement d'accord. Mais il y a un truc que je trouve ça incroyable. Bon, moi, j'ai connu le système avant Révolution, Révolution ou autre. C'était déjà compliqué. Honnêtement, j'ai dû aller à 3 services différents. D'accord ? Je ne vais pas les répéter parce que je les connais par cœur, mais bon, soit, et je n'ai pas envie d'embêter les gens ce soir. Donc maintenant, ça a l'air plus simple, ça c'est vrai, mais je me dis, il manque des choses, telles que, par exemple, on veut passer maintenant à l'électrique, parce qu'on s'est rendu compte en Belgique qu'on n'avait pas de gaz. C'est magique, hein, franchement, mais bon, soit. Et non, mais sérieux, hein. Donc on veut passer à l'électrique, très bien. On ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté de nos frontières. En France, ils ont inventé un truc extraordinaire, et qui n'a pas été proposé par vos services, et je trouve ça dommage, vraiment dommage, c'est la possibilité d'avoir un ballon d'eau chaude qui est compresseur. Il y a les deux, d'accord ? Il y a un système qui existe, si ça vous intéresse, après je pourrais vous le donner, mais en gros, des solutions qui sont basées que sur l'électrique. Et je ne parle pas que de la pompe à chaleur classique, je parle d'un ballon d'eau chaude qui est compresseur intégré. Donc des solutions comme ça existe, comme des solutions de radiateurs différentes que le convecteur classique qui consomme énormément, ça existe. Et ça, c'est pas proposé par j'oublie toujours de dire Rénolution, merci. Donc voilà, en plus avec le MAS, c'est pas facile. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une envie de chercher plus loin que ce qui se passe en Belgique et de proposer en urgence quelque chose. Il y a des choses qui se passent déjà maintenant et que vous pouvez le proposer. Donc ça, c'est ma deuxième question. Et ma troisième question, et là je voudrais... Et après j'arrête, hein, vous inquiétez pas, c'est la troisième, c'est terminé. C'est concernant ce que j'ai su par rapport à l'ancien service. À l'ancien service, quand vous rejetiez une fenêtre, dans l'ancien système, quand vous rajoutiez une fenêtre, on informait le fisc que vous aviez une nouvelle fenêtre. Je trouve ça déjà fou, d'accord ? Alors je le dis, dans le nouveau système, ça a changé. Ah non, ça n'a pas changé, mais je leur ai posé une question. Si vous informez le fisc pour une fenêtre, vous informez aussi le fisc qu'on fait des travaux. Ah, ben non, il me dit. Je dis pourquoi ? Ça veut dire que... Parce que le fisc nous taxe quand vous avez une fenêtre en plus, hein, il faut le savoir. Donc je me suis dit, mais si je vous déclare tous mes travaux, je suis aussi taxé sur ça. Ah ben non. Je dis, c'est pas possible. Si vous informez le fisc pour les fenêtres, vous êtes obligé d'informer pour le reste aussi. Et là, il m'a dit, oui, effectivement, c'est vrai, on balance tout au fisc. Ce que je trouve ça pas une bonne chose, surtout qu'on est dans une situation comprimée maintenant, où on nous dit, il faut que les gens, en urgence, les propriétaires, et moi je travaille avec une société d'agence immobilière sociale, qui me dit, il faut mettre le paquet, quoi, faut mettre le paquet. Et je leur dis, ok, d'accord, moi je veux bien. J'ai pas encore mon locataire, j'ai encore rien. Et je me dis, on me met beaucoup de pression, et je sais déjà que si je fais des rénovations, si je fais appel à vos services, je vais être taxé comme un fou aussi. Donc je vais avoir deux blagues. Aussi bien la taxation, que je vais avoir une belle vision, et en plus, je vais me retrouver avec des frais énormes de rénovation. Voilà. J'ai de la chance que je peux le faire moi-même. Je voudrais quand même le dire que j'ai de la chance que je sais faire moi-même, parce que j'ai déjà travaillé dans le bâtiment. Mais tout le monde ne le sait pas le faire, et ça, je trouve ça fou. Merci beaucoup. Merci à vous. Je propose de prendre les 3 questions et de laisser à nos intervenants de répondre. Donc, Michel. Oui. Alors moi, la question concerne une copropriété construite en 2007 et le cahier des charges nous a été refusé par l'entrepreneur, un très grand entrepreneur connu. Et donc pour le PEB et pour les différents appartements, il n'avait pas les couches d'isolation, il ne savait pas ce qu'il y avait dans les murs comme isolant, donc ils ont fait des PEB, je veux dire un peu à la 642. On a aussi eu, avec les chaudières, maintenant, qui datent de 2007, une pression de la part de Bruxelles Environnement, un peu comme Proximus fait actuellement sur les gens en leur disant qu'on va supprimer le cuivre et qu'il faut absolument mettre la fibre tout de suite. C'est sur Scarbeck et Evert, pour l'instant, c'est terrible. Et donc, ils nous ont refusé ça. On a des ponts thermiques, les châssis qui ont été installés ne sont pas isolés, mais on a eu la prime pour les fenêtres, mais pas pour les châssis. Les chaudières, on a toutes les remplacer, et donc les propriétaires qui sont plusieurs pensionnés, mais on ne sait plus le faire. On ne sait pas investir dans cela.
De plus qu'aux assemblées générales, quand on propose des panneaux solaires sur la toiture, on pourra en mettre 100, mais les gens refusent pour une série de raisons. Et donc, nous n'avons pas les moyens de diminuer notre consommation, nous n'avons pas les moyens d'isoler, parce qu'à l'Assemblée générale, les propriétaires investisseurs qui sont majoritaires bloquent. Donc, comment peut-on faire dans des situations comme ça? Comment le PEB et la pression de Bruxelles Environnement, qui est parfois, je dirais, un peu dictatoriale dans ses choix, pour des bâtiments de 2007? Je ne parle pas de tout le logement vétuste à Bruxelles, où là, il faut faire en urgence des choses. Merci. Monsieur Mété. Merci Madame la Présidente. Je suis Éric Matet et je suis président de la régionale bruxelloise du syndicat national des propriétaires et copropriétaires. Donc, j'en connais quelques-uns ici dans la salle, hein, Madame Maison, Monsieur de Bock, vous-même, Monsieur de Patil un peu moins, parce que je ne pense pas qu'il s'occupe de matière de logement. Bon, le certificat PEB, pour nous, il est venu au-devant de l'actualité dans le cadre de la limitation ou de l'interdiction d'indexation des loyers. Il est venu au-devant de la scène et on a fait de ce document qui était, comme l'a expliqué M. Mercier, un document indicatif, on en a fait désormais un document contraignant et punitif, dans la mesure où, si vous avez un mauvais PEB, vous ne pouvez pas indexer. Alors, nous considérons que le PEB, qui était purement informatif, et que, au demeurant, peu de gens comprenaient. Hein? Peu de gens comprenaient. Vous achetez une voiture, on vous dit dans le catalogue qu'elle consomme 6 litres au 100 km, vous le comprenez. Si vous regardez un autre catalogue pour une autre voiture, vous voyez qu'elle consomme 10 litres au 100 km, vous comprenez. Quand vous lisez le PEB et que vous voyez que le bien que vous voulez acheter ou que vous voulez louer, il consomme 400 kW par heure par mètre carré, qu'est-ce que ça représente pour les gens, pour personne? Enfin, il faut être ingénieur pour savoir ce que ça représente. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On accorde à ce PEB une importance qu'il n'a pas aujourd'hui, parce que manque de fiabilité, manque de compréhension, manque de cohérence dans la méthodologie de calcul. Alors, on a évoqué le fait que le PEB est différent en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre. C'est vrai, Monsieur Damiens a montré un beau tableau. Vous avez une consommation de 400 kW par heure. À Bruxelles, c'est un G, en Wallonie, c'est un E, en Flandre, c'est un D. Vous imaginez? Vous habitez à Uccle, du mauvais côté de la rue, c'est Uccle, de l'autre côté, c'est Linkebeek. Un même bâtiment qui aurait été construit par le même promoteur, dans un cas, vous êtes à G, dans l'autre cas, vous êtes à D. C'est peu compréhensible. Alors, autre élément vraiment pénalisant, mais à l'extrême au niveau du PEB, c'est que si votre chauffage est à l'électricité, vous êtes pénalisé, mais lourdement. Pourquoi? Parce qu'on calcule la consommation en kilowattheure en énergie primaire. C'est-à-dire qu'avec l'électricité, vous êtes pénalisé parce que dans la formule de calcul, on tient compte de la consommation du producteur de l'électricité et on calcule aussi une déperdition entre la centrale électrique et votre logement, donc sur le réseau. Et donc, si votre logement consomme 1000 kW, on multiplie ça par 2,5. C'est-à-dire qu'au final, vous serez à 2500 kW. Alors qu'aujourd'hui, on veut décarboner la planète et qu'on dit fini le mazout, fini le gaz et qu'on se dirige la tête en avant vers l'électricité. Vous voyez, le parc automobile, tout vient à l'électricité. Écoutez, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont, et de biens qui sont affectés par cette, je vais dire, aberration qu'au niveau électrique. Vous savez que dans un certificat PEB, je l'ai lu encore ce matin,
il est dit, pour améliorer votre certificat PEB, vous devez changer de système de chauffage et vous devez passer d'un système de chauffage électrique à gaz, mazout, etc. Vous le lisez sur les certificats PEB en Wallonie, je ne sais pas si à Bruxelles on le lit, mais voilà, en tous les cas, c'est comme ça en l'état. Autre élément que je voudrais mettre sur la table, c'est que quand vous recevez votre certificat PEB, mais quels sont les moyens de recours que vous avez? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce n'est pas... Écoutez, quand vous recevez de l'administration un document, je prends le cas, par exemple, de la fixation du revenu cadastral. Monsieur a acquis un bâtiment construit en 2007, il y a l'administration fiscale qui est passée derrière, et puis qui a dit, ben voilà, tel appartement aura un revenu cadastral de 1 000 €. Eh bien, il y a toute une procédure de recours possible. Ici, pour le certificat PEB, moi, je n'en vois pas. Autre problème, c'est la problématique des copropriétés. Monsieur l'a évoqué il y a un instant. Vous avez un appartement dans une copropriété, vous avez un score G, vous avez un score G, vous voulez améliorer, vous dépendez de décisions d'assemblée générale. Et les décisions d'assemblée générale, en cette matière-là, il faut une majorité qualifiée de 2/3. Précédemment, c'était 75%, mais ça a été changé, c'est 2/3. Et là, la loi sur la copropriété, c'est le Code civil, c'est une matière fédérale que le Parlement bruxellois ne pourra pas modifier, ni les autres parlements régionaux au demeurant. Enfin, à Bruxelles, le nombre de certificateurs, d'après ce qu'on m'a dit, était de 1500 au départ, il y a une dizaine d'années. Ils sont aujourd'hui plus que 200. Vous imaginez la pression sur ces 200 certificateurs PEB, où la plupart des propriétaires vont se dire « nom d'un chien, maintenant, je ne peux pas indexer mon loyer où je suis limité dans l'indexation, je vais vite faire appel à un certificateur immobilier. Ils vont être tous débordés de travail. Ce n'est pas 24 heures sur une journée dont ils auront besoin, c'est 240 heures sur leur journée dont ils auront besoin. Voilà, donc je voudrais encore ajouter une dernière chose, c'est que la directive PEB, la directive européenne PEB, elle est en cours de révision depuis fin de l'année dernière, depuis fin 2021, et la Commission européenne a publié un document que vous pouvez retrouver sur le site de la Commission européenne, questions et réponses au sujet de la révision de la directive sur la PEB. Et à la question 5, la réponse est: la proposition de directive comprend des mesures visant à rendre les certificats PEB beaucoup plus clairs, plus fiables et plus visibles. Et il continue en disant: depuis leur introduction en 2002, la qualité et la fiabilité des certificats de performance énergétique ne cessent de s'améliorer. Néanmoins, des problèmes ont été constatés en ce qui concerne la qualité des procédures, et en particulier, il subsiste une impression de manque de cohérence. Si ce sont les conclusions auxquelles la Commission arrive pour proposer une révision de la directive PEB, vous pensez bien que le certificat PEB tel que nous le connaissons aujourd'hui, franchement, il n'est pas fiable, et on vient de lui accorder dans les différents parlements régionaux du pays, la Flandre en tête, le Parlement bruxellois a suivi et c'est en cours en Wallonie. Eh bien, on donne à ce certificat PEB une importance démesurée avec des conséquences qui risquent d'être extrêmement négatives sur le marché immobilier bruxellois et locatif bruxellois en particulier. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup pour vos questions. Voilà, à Philippe et à Monsieur Damiens de répondre à ces 3 salles de questions importantes. Je vais prendre la parole en premier, puis je laisserai Monsieur Mercier répondre aux questions pour lesquelles mes compétences sont trop limitées. Tout d'abord sur l'honnêteté
des certificateurs, bon, ben là, je ne peux pas en préjuger, évidemment. Il y a des procédures de contrôle, il y a des informations qui apparaissent sur le certificat PEB qui rendent aujourd'hui les tricheries quand même assez difficiles. Donc, voilà, le jour où on découvrira une filière qui exploite cela, on pourra voir. Je pense que dans l'immédiat, en tout cas chez moi, les choses sont transparentes. Je demande 600 € pour un A, 500 € pour un B, mais on se parle après. C'est possible. Deuxième chose, il va y avoir évidemment pas mal de créativité, certainement, d'inventions, de choses qui sont peut-être utilisées à l'étranger, pas encore en Belgique, qui vont apparaître et qui, je le suppose, vont être aussi progressivement intégrées dans le certificat, parce qu'il y a aujourd'hui des techniques que le certificat ne permet pas d'encoder, tout simplement parce qu'elles sont quasiment absentes en Belgique. Donc, je crois qu'il faut... On a 28 années devant nous, avant 2050, je crois qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Votre troisième question, je n'ai pas bien compris, mais on peut en parler après si vous voulez. Voilà. Je suis désolé, j'ai été un peu noyé, j'ai oublié votre question. Oui. Là, je peux réagir sur le problème de la charge de la preuve. C'est un problème gigantesque qui crée énormément de difficultés dans mes relations avec certains de mes clients. En effet, je rentre dans un appartement où un appartement mansardé, par exemple, manifestement tout a été refait, mais il y a absence de facture et je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur des parois. Donc, qu'est-ce que je suis censé encoder? On ne peut pas évidemment créer un système qui est basé sur les déclarations sur l'honneur du propriétaire, parce que alors là, tout le monde aura un A demain. Et c'est vrai que c'est difficile parce que certains de ces travaux ont été faits il y a 20 ans, il y a 30 ans, par une personne qui éventuellement est décédée entre-temps. Oui, oui, oui. Oui. Ouais. Il y a évidemment une question de responsabilité de l'entrepreneur et de votre relation commerciale avec celui-ci. Dans le pire des cas, il faut faire des sondages dans les parois pour aller voir à l'intérieur ce qui s'y trouve. Mais effectivement, cette charge de la preuve est un vrai problème que je comprends, mais en même temps, cela me semble incontournable. À un moment, il va bien falloir pouvoir établir de manière certaine ce qui se trouve et donc effectivement le prouver par divers moyens. Monsieur Maté, merci pour vos remarques. Il y a tout d'abord une chose importante que je veux dire. Il faut savoir qu'il y a un certificat avant 2017 et un certificat après 2017. En mars 2017, il y a un nouveau protocole qui est sorti, un nouveau modèle de certificat, un nouveau logiciel. Et tous les débats qu'on a, évidemment, doivent porter sur la nouvelle forme du certificat. L'ancienne, il n'y avait aucune information sur l'encodage. Aujourd'hui, oui, à Bruxelles. Hein, moi, je suis sur Bruxelles. Donc, aujourd'hui, dans la deuxième partie de votre certificat, vous avez un rapport d'encodage de plusieurs pages dans lequel l'intégralité des données encodées apparaît. Donc, il y a moyen pour le propriétaire d'aller vérifier un certain nombre de choses. Donc, à ce niveau-là, il y a quand même une certaine transparence. Vous disiez, il n'y a pas de moyen de recours. Alors, très honnêtement, je ne sais pas très bien comment ça se passe en pratique, mais en tout cas, en page, je n'ai pas mes lunettes, en page 8 du certificat, que faire si ce certificat ne semble pas correct? D'abord, prenez contact avec votre certificateur pour obtenir des explications. Et puis ensuite, deuxième point, si le contact ne débouche sur aucun résultat, déposez une plainte auprès de Bruxelles Environnement. Donc il y a une procédure de recours, mais en toute honnêteté, je ne l'ai pas testé et personne n'a jamais déposé plainte contre moi. Et il y en a eu, oui, il y en a eu, il y a des... enfin voilà, il y a un certain nombre de recours, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des sanctions. Dans d'autres cas, Bruxelles Environnement a donné raison aux certificateurs. Ils ont jugé au cas par cas. Mais moi, je n'ai pas expérimenté la procédure, donc je ne peux pas en parler davantage.
Charles Etienne, et puis Christian Seu, et puis petit à petit, on va terminer notre séance. Charles Etienne. Oui, j'ai une double question. Et la deuxième, c'est pour les politiques. Donc, on a entendu pendant 1 heure passer toutes les tares, tous les défauts du PEB. Ma question est la suivante, ma double question est la suivante. Quelle est la base juridique actuelle dont on parle? Parce que ça n'a pas été évoqué aussi. C'est un arrêté, c'est une ordonnance, etc. Et deuxièmement, qu'est-ce que les politiques ici présents vont faire pour changer cette situation juridique? Christian. Oui, merci Marie. Mais j'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'attention parce que j'étais venu ici d'une part effectivement parce que je pense que sur le plan sociétal, pour la région de Bruxelles, ça a évidemment une importance capitale, tout le monde l'a souligné, eu égard aux chiffres anciens, etc. Et de l'autre côté, j'étais venu un peu avec ma position personnelle en me disant « Oh, je ne vais pas la mettre trop en avant ». C'est pour ça que je vous ai écouté, mais en fait, tous les problèmes que j'ai sont les problèmes que vous avez décrits, tous les deux très bien, et puis de par les questions. Et je trouve aussi, et ça, bon, c'est peut-être mon passé politique qui revient, mais je trouve que Défi avait résisté très longtemps à une mesure qui est une mauvaise mesure pour moi. Et puis après, je comprends aussi les jeux politiques ou les moyens de pression, etc. Mais en tout cas, simplement... Donc, je vous donne un exemple parce que je trouve qu'il est quand même parlant. Je ne suis pas un grand propriétaire. Ma maman est décédée il y a 1 an et demi. Et ma sœur et moi, nous avons un appartement que nous avons hérité à Olivet. Alors, j'ai plein de questions qui s'ajoutent à tout ce que vous avez. La première question, c'est évidemment la copropriété. Comme il est tout en haut, personne n'a évidemment un PEB parce que tout ça date, c'est une construction de 62. Mais d'après ce que je peux comprendre, si on est le seul à avoir un problème de PEB qui est mauvais, F, G et peut-être D, et que les autres ne l'ont pas, et qu'à la copropriété, vous êtes sans arrêt mis en minorité, parce que les travaux qui sont faits sont essentiellement toiture et façade, qui sont des travaux de copropriété. Qu'est-ce qu'on fait? Si on doit mettre le locataire qui est bon, donc moi je reviens, j'ai beaucoup écouté ça aussi au niveau du syndicat des copropriétaires, je m'occupais des affaires de maman. Comme j'ai un bon locataire depuis 11 ans, mais je ne l'ai pratiquement jamais indexé, parce que je fais partie de ces copropriétaires, des propriétaires qui disent les sont là, elle paye à temps, elle n'est pas embêtante, on s'entend sur ce qu'il faut faire, etc. Et je vous l'ai dit, on est entre nous ici, je lui ai dit, tant que c'est toi, moi je ne vendrai pas, et ma sœur et moi ne vendra pas, on te laisse parce que tu... Mais avec tout ce qui nous tombe dessus, qu'il va falloir faire travailler à l'âge que j'ai, plus la fiscalité qui va être, parce que je le dis aussi, on est de nouveau entre nous, mais on vient de payer bonbon puisqu'on a hérité de ça sur Bruxelles et que maman n'avait rien fait. Donc on a payé bonbon. Moi, je vais commencer à faire des travaux, etc., qui vont monter le revenu cadastral. Et si dans 2 ans, je me pète la gueule, mes enfants vont payer bonbon sur le même appartement. Donc, je ne comprends pas comment on a fait tout ça. Et je partage la crainte qui est, c'est que, et je l'entends autour de moi, hein, des propriétaires de mon âge et qui sont comme ça avec 1 ou 2 appartements très petits, ben ils vont vendre. Hein. Même si c'est à perte, hein, vous avez raison, mais comme ça vient souvent d'un héritage, ou bien que c'est quelque chose qu'on a depuis 30-40 ans, même si on a une perte de 10%, on n'en meurt pas, mais on est quitte de tout le bazar. Et qui va en pâtir en premier? Et là, je rejoins une question politique, je m'en excuse, ce sont les locataires, hein. Ce sont les locataires, parce qu'il va y avoir des milliers d'appartements qui aujourd'hui sont donnés par des bailleurs en location, qui demain vont partir à des propriétaires, et les locataires vont... Donc voilà, je m'excuse d'avoir un peu monté comme ça sur mon cas personnel, mais je trouve qu'il représente bien toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui. Et donc, moi je ne sais pas, ce qui me choque profondément aussi, effectivement, c'est cette différence d'analyse, hein. On est à la chaussée romaine, d'un côté sur Bruxelles, de l'autre côté sur Vilvoorde, et c'est aussi différent. Donc voilà, moi, et juste peut-être, je ne sais pas si juridiquement vous savez répondre à cette question, mais elle m'intéresse fortement. Si jamais, en copropriété, je n'arrive jamais à avoir une majorité pour faire mes travaux, est-ce que je continuerai à être pénalisé éternellement? Et si non, comment est-ce que je peux en sortir? Je vous remercie de m'avoir écouté. Mais merci beaucoup, Christian, pour cette intervention. Alors, je vais essayer de répondre et je demanderai peut-être d'être sous votre contrôle pour répondre aussi en tant que politique, puisqu'on est carrément interpellé. Donc, d'abord,
je pense que l'évolution de vouloir mesurer et réduire les émissions de CO2 et la consommation énergétique des logements est quelque chose qui se trouve et dans la directive européenne et dans les actions que tout un chacun comprend comme un élément essentiel de gestion du parc immobilier dans une ville ou dans un pays ou dans une région. Donc, sur la question il faut qu'on maîtrise et qu'on aide à réduire la consommation énergétique, il n'y a pas de discussion. Et je pense qu'il ne peut pas y en avoir, puisque les conséquences, c'est à la fois la production de CO2 et aussi les coûts qui continuent à monter pour les locataires ou les propriétaires. Donc ça, c'est un peu la toile de fond de la problématique, et je pense que tout le monde en est bien conscient. Il y a eu effectivement la directive européenne qui a été adoptée. La région bruxelloise a adopté via le COBRAS, le Code bruxellois de la gestion de l'air et de l'énergie, des mesures pour la définition de la PEB. Je pense que la PEB elle-même dépend d'un arrêté. Et donc, effectivement, j'entends ici, et la demande du groupe Défi de manière assez explicite, c'est de dire, si on partage les objectifs, il faut que maintenant on puisse travailler aussi sur l'outil qui est le certificat PEB. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui revient assez bien dans nos discussions et nos débats et nos interpellations aux différents ministres concernés, en particulier le ministre de l'Environnement. Et je dois dire que la difficulté majeure, Charles-Étienne, c'est en fait on est dans une trajectoire théorique. Et nous, parlementaires, on est confrontés à une réalité qui est celle qui sont énoncées en partie ici, qui est celle de l'évolution du marché, et puis qui est aussi quelque part de parler vrai. Aujourd'hui, on a par année à peu près 8000 primes énergie qui sont accordées. On devrait, on l'a entendu, rénover et mettre à niveau plus de 280 000 immeubles au minimum. Si je prends la moitié du parc immobilier qui est calculé, 460 000 immeubles, 560 000 immeubles, 80% étant avant les années 70, donc c'est quand même un parc très, très vieux. Donc on essaie de se dire, dans une approche que Philippe Mercier a abordée, c'est le cost optimum, c'est de dire, par rapport à ce marché, qui est fait aussi de beaucoup de petits propriétaires et 60% des locataires, est-ce qu'on ne peut pas aborder cette question du certificat PEB d'une manière peut-être plus en rapport avec le parc immobilier bruxellois qui présente une série d'avantages. Je pense qu'il est mitoyen, il est assez compact, donc il présente des avantages. Et la difficulté que nous avons, c'est effectivement de nous retrouver face à des réponses qui sont: on a prévu de faire des réunions, on a prévu de prendre en considération le cas des copropriétés. Donc il y aura à partir de 2023 des séances d'information et des campagnes d'information, en particulier pour les copropriétés. Donc je pense que c'est une énorme machine qui se met en route. Renolution, c'est quand même un objectif très très ambitieux, de réussir avant 2030 à moins de 40%, 45% des émissions de CO2. Mais est-ce que la région bruxelloise en a les moyens? Voilà, c'est une discussion. 33% de toitures ne sont pas isolées à Bruxelles. Or, on sait que s'il y a une déperdition importante, c'est par les toitures. Il y a la question de l'énergie électrique, puisqu'on propose de quitter très vite le mazout et un peu moins vite le gaz, et d'aller vers les pompes à chaleur. Mais se pose
quand même la question de comment on va installer ces pompes à chaleur. Est-ce qu'on a la place pour ces pompes à chaleur? Est-ce qu'on a la capacité financière d'installer les pompes à chaleur? Donc tout ça, ce sont des choses que nous répercutons au Parlement de manière assez constante et par rapport auxquelles les réponses sont... Ils viennent, mais petit à petit. Mais je pense qu'avec ce que nous avons aujourd'hui, en tout cas, je crois qu'il y a une série de propositions concrètes et de base, de modifications de certificats PEB qui peuvent être reprises par nous et qui peuvent être défendues auprès du gouvernement, voire des institutions qui s'occupent de ces questions. Je crois que c'est important parce que le déséquilibre qu'on est en train de créer au sein du marché immobilier, il est réel et je pense que les coûts que... Enfin, un jour, j'ai fait une interpellation en commission logement sur le fait que probablement l'immobilier allait augmenter ses coûts puisque on demandait des investissements considérables pour rénover et à juste titre. Donc moi, je pense que tout ça est réel. Et j'avais le sentiment que cette question-là n'était pas du tout intégrée. Et je crois que c'est une fiction politique, c'est-à-dire qu'on considère que les propriétaires sont des gens qui vont pouvoir payer un maximum et que finalement les locataires vont en être les bénéficiaires automatiques. Je crois qu'on se trompe et que donc on va vers des hausses du coût de l'immobilier à Bruxelles et vers des hausses probablement des loyers, justifiées parce qu'on va avoir aussi une réduction des charges. Donc ça, c'est important, mais la seule étude qui existe sur la question du retour sur investissement, des investissements demandés par Renolution, c'est celle que M. Antoine Dufresne a rédigée, montre que le coût se situe entre 51 000 et 100 000 euros par rénovation et que le retour sur investissement se fait au-delà de 30 ans. Alors peut-être qu'avec l'augmentation des prix... Et vous n'avez pas cité le titre de l'étude. Hein. Il dit que c'est une Renolution, une bombe à retardement. Donc, ben, c'est pour quand même qu'on sache, parce que c'est vrai que c'est la seule étude, mais elle est très... inquiétante. Et alors, nuance, avec l'augmentation du prix de l'énergie, probablement qu'il y aura un temps de retour plus court, mais il y aura moins de capacité de pouvoir investir. Donc la région doit, et elle fait des efforts. Hein. Le ministre rappelle qu'il y a 340 millions qui sont prévus sur 3 ans pour aider dans les primes et dans le soutien à la construction, à la rénovation. Nous, on pense à des filles qu'il faut plus développer la question des avances, c'est-à-dire du prêt à taux zéro pour permettre de préfinancer éventuellement des travaux et peut-être même arriver à réfléchir à ce que nous appelons le tiers payant, c'est-à-dire des manières de faire que le paiement se fasse via ces primes sans que personne ne doive, enfin le propriétaire ne devra débourser que le décompte final, si on ose dire. Mais c'est un projet qu'on travaille, qu'on affine avec ma collègue Joëlle Maison, avec Jonathan de Patoul et avec Manuel de Bock. Donc il y a des réflexions que nous menons, mais on est dans un chantier qui avance et par rapport auquel, effectivement, on voit une certaine distance entre les objectifs donnés et les moyens qui sont mis en place. Pour ceux qui s'intéressent, et je terminerai par là, j'ai posé une question au ministre Marron concernant le fait qu'avec des obligations de PEB, tous les certificateurs, etc., allaient peut-être être insuffisants. Et sur les questions liées aux procédures d'urbanisme, etc., je peux vous donner la réponse, j'ai fait quelques copies. En réalité, ils considèrent que les 361 conseillers PEB
aujourd'hui, vont répondre à la question, qu'il va y avoir un travail sur les copropriétés et qu'il y a des choses qui vont avancer dans les années qui viennent, 2023 en particulier, sur le cas très problématique des copropriétés, puisque c'est là qu'on va voir qu'il y a des choses qui vont sans doute pas avancer aussi vite, et ça représente, si je me rappelle bien, la moitié des logements, appartements en région bruxelloise. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. Donc voilà, j'ai mon collègue Manu Debock qui veut sans doute conclure, et je donnerai la parole aussi à Laurence Zerntine, et puis on va terminer. J'ai une toute petite question, vraiment toute petite, parce que vous parlez d'Alain Marron, mais votre parti est dans ce gouvernement, sauf erreur de ma part. Et donc, il n'y a pas moyen de savoir exactement le sort qui va être réservé aux passoires énergétiques, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, je déteste ce mot, mais aux immeubles G et F. Donc, il a dit qu'il allait s'y attaquer, mais c'est l'opacité, une fois de plus, la plus totale, c'est-à-dire que va-t-il réserver comme sort à ces immeubles ? Ça me paraît plus important que de savoir s'il y aura assez de certificateurs. La réponse est c'est prioritairement vers ces immeubles que vont aller les aides et le soutien des rénovations. C'est ce qui est dans la décision. Oui, mais quelles seront les sanctions qui vont frapper ces immeubles ? Pardon. Et il n'y a pas à ce stade-ci même le fait de parler. Il y a déjà la non-indexation des loyers. Donc, et Laurence, il y aura d'autres choses. Bien sûr qu'il y aura des sanctions. Dans la note du gouvernement, aujourd'hui, il est prévu qu'il y a une priorité des aides et du soutien via les primes vers ces immeubles, avec toute la réflexion sur est-ce qu'il ne faut pas à un moment se poser la question sur la définition, mais il n'y a aucune intention ni même de débat sur cette question française. Voilà. Oh Je voudrais... Petit. Oui, toute petite. Deux choses. Pour répondre à Madame de Hemtine, en France, ils ont pris une loi en 2015 ou 2016, et ils ont laissé du temps aux propriétaires pour améliorer le score énergétique. L'échéance était 2022. Elle est là. Ceux qui n'ont rien fait, ils ne peuvent plus indexer, point à la ligne. Et alors, deuxième panne, si pour 2028, vous n'avez vraiment rien fait, vous ne pouvez plus le mettre en location. Donc, ils ont maintenant encore 6 ans. Ça, c'est une chose. Où va-t-on, comment on va faire à Bruxelles? Je n'en sais rien, mais je voulais le préciser. Pas prévu, voilà, je voulais le préciser. Donc, Manu et Joël, et après, je vous propose de continuer nos discussions. Il y a un petit verre qui est offert. Je te laisse la conclusion. Et Joël. des sandwichs qui sont à la cafétéria. Si vous permettez, je vais juste répondre sur le nombre de certificateurs. Ça a été, ça a été évoqué plusieurs fois, et je vais juste répondre. Aujourd'hui, on fait à peu près 2000 certificats par mois. Ça représente 10 certificats par certificateur par mois. Donc je ne pense pas que le nombre de certificateurs soit un problème immense. Je pense que les certificateurs en activité aujourd'hui peuvent déjà absorber pas mal de la demande, même si elle venait à doubler. Et ensuite, la formation de certificateurs, ça dure 1 semaine. Donc si on doit monter en puissance, ça va se faire naturellement, parce que si le marché devient un peu plus serré, les prix vont légèrement augmenter, ce sera plus attractif et il y aura davantage de candidats. Je ne pense pas que ce soit... Il y a énormément de problèmes, mais je ne crois pas que le nombre de certificateurs en fasse partie. D'accord, merci. Au moins quelque chose qui est clair. Voilà, Manu et je laisse la conclusion à Joël parce que c'est elle qui a défendu le texte que l'on a voté à la région bruxelloise. 2 éléments, et je sais qu'on a été en contact et qu'on est en contact avec M. Maté. Je pense qu'il est essentiel de rassembler une documentation importante sur effectivement les inepties, si je puis dire, ou les erreurs. Vous avez cité les bâtiments sous toit, c'en est une. Il y a d'autres inepties qui apparaissent dans des copropriétés ou même dans des immeubles de rapport où par niveau, effectivement, vous avez des écarts qui ne se justifient pas. Et je pense qu'il faut transmettre ça le plus vite possible au syndicat national des propriétaires. J'imagine qu'il y aura une action au fond qui va être intentée comme elle avait été intentée
Rappelons-le, quand Paul Magnette et son gouvernement avaient fait la tentative d'un blocage des loyers, il y avait une action au fond qui avait été un recours devant la Cour constitutionnelle qui a abouti, mais sans effet rétroactif, et qui a en fait, en réalité, donné raison à la fois aux requérants, puisqu'on a arrêté la mesure du blocage des loyers, mais en même temps, la pénalisation, elle a été claire et nette pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas eu d'indexation pendant un an. Je crains que ce sera évidemment le même scénario. On pourra revenir dans un an pour dire, effectivement, que ce n'était pas le bon outil, ou en tout cas pas comme ça. Quand je vois effectivement que vous dites qu'on a la superposition en fait, de deux systèmes, le système de 2017, je ne connaissais pas hein, monsieur Damiens, le système nouveau qui est plus complet que l'ancien, et effectivement les propriétaires bailleurs ont fait in tempore non suspecto quand ils ont eu un nouveau locataire entrant un certificat de PEB puisqu'ils ne peuvent plus louer pour le futur sans celui-ci, mais bien souvent ils font des travaux en cours de route, mais ils ne font renouveler leur certificat de PEB qu'à l'issue de la validité du précédent. Ils n'ont aucun intérêt de le faire tous les 2 ans. Concrètement, ça coûte de l'argent. Qui plus est, je crois même qu'ils peuvent le récupérer dans les charges des locataires en amortissant le PEB sur la durée du bail. Donc, c'est quelque chose qui est quand même particulier. Et donc, il faut être honnête, il y a eu un peu de cynisme et d'hypocrisie dans le monde politique, à tout niveau de pouvoir, tant en Flandre qu'en Wallonie ou à Bruxelles, où on s'est dit, eh ben, voilà, il y a la pression politique est trop forte, que ceux et celles qui estiment que ce n'est pas le bon système aillent en recours, et on montrera au Parti socialiste et à la gauche qui a voulu ce système-ci, que c'est un système qui n'est pas proportionnel, qui n'est pas juste, et qui précarise la relation entre bailleurs et locataires. C'est sûr et certain qu'on va avoir des situations où vous allez avoir des bailleurs qui vont, à un moment donné, rompre le contrat, ou en tout cas ne plus renouveler, arriver au terme, vont tout simplement arrêter, et inviter dans les 6 mois leurs locataires à partir et en prendre un nouveau. Et on va se retrouver comme au Québec, où vous avez, comme ça, tous les ans, le grand déménagement, où vous avez effectivement des gens qui, tous les 1er juillet, pendant le début juillet, changent de logement, parce que c'est la coutume, effectivement, et on n'aura rien démontré de bon pour le maintien effectivement de cette relation qui, à mon sens, est essentielle. On a eu le même débat sur les baux de courte durée. Le Parti socialiste ne voulait pas en entendre parler parce qu'effectivement, pour eux, c'était le démon absolu en termes de précarisation de la relation. Alors qu'aujourd'hui, la flexibilité est aussi demandée par les locataires qui ne veulent plus s'engager sur des longueurs de 9 ans quand ils ne savent pas de quoi leur avenir est fait. Merci. Joël? Merci Marie. Merci à toutes et tous pour vos interventions, vos questions. Votre organisation. Je ne vais pas faire la conclusion comme Manu le suggérait très aimablement. Juste vous dire, et on pourra en discuter après à la cafétéria, Monsieur Matet et moi avons eu de nombreux échanges quasiment quotidiens sur les sujets brûlants en matière de bail, juste pour vous dire qu'on est dans une majorité avec le Parti socialiste et les écologistes, et qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans cette majorité. Et je crois que vous en êtes assez conscient. Alors la question de savoir est, finalement, est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit dedans en devant avaler des couleuvres, mais en essayant d'atténuer ces couleuvres, ou est-ce qu'on doit être dehors? Je rappelle quand même que la proposition initiale, c'était un blocage à l'indexation des loyers à 2% pour tout le monde, sans distinction aucune. Je rappelle aussi qu'en Flandre, la NVA a avalé cette couleuvre également, NVA qui est pourtant un parti traditionnellement plutôt favorable aux propriétaires, et qu'en Wallonie, le MR a participé à cela également. Donc, il y a effectivement une pression énorme. Et à l'issue de très longs mois de négociations, quelqu'un l'a dit, on a résisté très longtemps. À un moment donné, on a abouti à cet accord parce qu'il faut se rappeler aussi que la situation à Bruxelles, eh bien, c'est 50% des Bruxellois qui se trouvent dans les conditions de revenus du logement social, 50% de Bruxellois, qu'il y a un tiers des Bruxellois qui sont en situation de précarité. Marie a rappelé les enjeux énergétiques qui sont réels, auxquels on doit s'atteler. Marie a rappelé aussi, parce que c'est Marie qui s'occupe avec Jonathan de la commission environnement et des questions de PEB, plus que des questions au logement, même si celles-ci sont liées, des sommes quand même colossales investis par le gouvernement, les 360 millions pour Rénolution, mais aussi l'élargissement des prêts verts, donc des prêts éco-réno. Moi, je pense que
on a fortement limité les dégâts, même si, madame, vous avez tout à fait raison. Il y aura un impact évident que l'on constate d'ailleurs en France aujourd'hui, même si en France, ils ont préparé le terrain pendant 10 ans et averti les propriétaires bailleurs de ce qui allait se passer, ce qui n'a pas été fait ici en région bruxelloise. Donc je suis d'accord avec vous, il y aura un impact certain sur le marché, mais je crois qu'il faut aussi trouver aujourd'hui des solutions créatives, et une de ces solutions, je pense, c'est le fameux triptyque vertueux, propriétaire, locataire, pouvoir public, avec un accès élargi aux primes et toutes sortes d'avantages, un peu un système calqué sur les agences immobilières sociales, mais sans être des agences immobilières sociales, où nous avons un propriétaire bailleur qui s'engage à rester dans la grille indicative des loyers, grille qui doit être considérablement améliorée et représentative, un bailleur qui disposera de ce fait-là de primes élargies à la rénovation de son immeuble, et un locataire qui pourra donc rester dans un immeuble parce qu'il aura un loyer, on va dire, décent ou raisonnable, avec une injection de fonds par les pouvoirs publics pour ces bailleurs-là. Je crois que cette espèce de contrat ou de triptyque vertueux doit pouvoir être proposé en région bruxelloise, en dehors du système des agences immobilières sociales qui fonctionnent très bien, mais finalement il y a 7800 logements qui sont aujourd'hui gérés par les agences immobilières sociales, et ça correspond à 25 millions de dépenses aussi pour la région bruxelloise, donc le système n'est pas extensible à l'infini, et malheureusement la secrétaire d'État au logement n'y est pas manifestement totalement favorable non plus. Donc il faut trouver des systèmes atténués, mais qui se basent sur un triptyque pouvoir public, propriétaires bailleurs et locataires, pour pouvoir s'en sortir à moyen terme, en tout cas dans cette majorité. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup à mes collègues Emmanuel Deboc et Jonathan de Patoul. Merci beaucoup surtout aux deux intervenants, Philippe Mercier de Testacha et Monsieur Thomas Damians, qui est certificateur et qui connaît bien l'immobilier. Merci à tous pour votre participation. Un tout grand merci à l'équipe du groupe Défi, Florent et France, mais aussi Valérie, Renaud et Clarence, notre stagiaire, qui nous ont aidés à préparer ce colloque. Merci beaucoup au Centre d'études pour sa présence et son soutien. Et je vous invite là à prendre un petit verre et un sandwich à la cafétéria, et on pourra continuer à voir comment on peut modifier le certificat PEB pour que ça puisse être un outil plus en raccord avec les préoccupations des uns et des autres. Voilà, bonne soirée et merci beaucoup à vous tous.